Bien, bonsoir à tous. Ce soir, nous ouvrons un nouvel atelier de réflexion qui fait suite en fait à une sollicitation d'un groupe d'associations réunis dans une coordination ville-mer-fleuve dont l'objectif est de renouveler la réflexion sur la dimension fluvio-maritime de la métropole nantaise. Ces associations sont porteuses d'actions et de projets qui témoignent de la constance et de la force d'une sorte d'âme nantaise spécifique. À l'intérieur de ce groupe figurent d'ailleurs des participants réguliers aux travaux du Conseil. Comme vous le savez, la Loire est déjà au cœur de nos échanges sur les franchissements et elle le sera encore plus dans le grand débat public que Nantes Métropole va lancer à l'automne 2014. Il y a donc une actualité forte sur la thématique du fleuve, mais cet atelier a une vocation plus large puisqu'il s'agit d'évoquer la dimension fluvio-maritime et d'ouvrir des perspectives d'avenir. Et en ça, on va donc pouvoir rester fidèle à la formule de Julien Gracq, Nantes, fille du fleuve et de l'océan. Il ne s'agit pas d'évoquer le passé de Nantes, mais son avenir, celui d'une Loire qui n'est pas seulement une voie de communication, mais aussi un espace de loisirs, une source d'énergie renouvelable, un lieu de patrimoine, une rencontre de l'homme avec la nature. La Loire à Nantes, c'est aussi un estuaire et un territoire original qui mêle la variété des activités humaines avec un espace naturel d'une immense richesse. Les promoteurs de cette initiative vont nous présenter ce soir leur démarche, et on les en remercie, et indiquer ce qu'ils attendent du Conseil de développement dans le cadre de cette démarche. Nous débattrons ensuite avec eux pour imaginer des manières de travailler ensemble. Cet atelier a vocation à vivre dans la durée et à être un lieu d'animation, de découverte, de réflexion. Ça ne doit pas être le seul lieu des experts, de ceux qui savent déjà beaucoup sur la Loire, mais au contraire, il doit permettre une ouverture en associant tous ceux qui, anciens ou nouveaux nantais, pensent que le fleuve et la mer sont une partie de l'avenir de Nantes. Finalement, nous devrions travailler un peu comme nous l'avons fait pour le sport, en associant à la fois des acteurs engagés et ceux qui en ont une approche moins spécialisée. Et c'est à cette condition-là que la production de cet atelier sera sans doute utile à l'avenir du territoire. Donc en votre nom à tous, déjà, je remercie les promoteurs de cette initiative d'être venus ce soir nous en parler. Et je leur passe tout de suite le micro. Je ne sais pas qui ouvre la séance. C'est Yves. Alors Yves, si tu veux bien. Successivement, ouais. Comme c'est prévu, j'introduirai, si vous voulez, ce que j'appelle le moment du possible. C'est une convergence, une cascade de faits qui sont, à mon avis, à notre avis, concordants et qui expliquent pourquoi le problème se pose aujourd'hui, ne s'est pas posé aux dernières municipales ou aux avant-dernières, et que c'était prématuré, mais qu'aujourd'hui, il y a un moment du possible. Alors, on part. Je vais passer assez rapidement parce que j'ai moins de 30 secondes pour chaque. Déjà consommé. Oui, la première raison est la transition climatique. L'après-pétrole fait qu'on recherche d'autres modes de transport et les transports aquatiques sont moins énergivores. En même temps, il y a la production d'énergie qu'on voit déjà se poindre tant à Orléans qu'à Bordeaux. C'est là ? Non, là c'est l'inverse. Pardon, il faut avoir... Et à cause de cela, le cadre juridique évolue. Pas seulement le cadre juridique maritime, mais fluvial aussi. Et c'est comme ça qu'on a vu que l'Office national de la navigation, devenu VNF, Voies navigables de France, en 1991, et ensuite avec des décrets, ont permis le transfert de la propriété du domaine public
Et de la même façon, les grands ports sont devenus propriétaires et ont pu aussi négocier des transferts. L'État ressent de ses moyens. Alors, qui dit négociation dit regain d'intérêt des collectivités qui s'étaient senties un petit peu frustrées et un petit peu laissées avec des friches pour tout potage et contrat d'objectifs et de moyens. Les zones portuaires ainsi se libèrent et des centaines d'hectares se voient libérés ou en voie de l'être. Ça a été le cas de l'île de Nantes, ça va être le cas de Chantenay, etc. Mais conserve-t-on l'assurance du maintien d'un lien avec le fleuve ? La question se pose et le principal garant, de toute façon, c'est toujours la société civile. Et si les Nantais et si les riverains de la Loire pensent à leur patrimoine, ce n'est pas par nostalgie, c'est pour inventer aussi quelque chose. Quelque chose, c'est au départ une émotion. C'est toujours une émotion qui est au départ d'un projet, une prise de conscience d'associations de plus en plus nombreuses et de plus en plus efficaces. Et quand je dis que ce qu'on fait n'aurait pas pu être fait il y a 7 ou 8 ans, il n'y avait pas les associations que nous sommes, et il n'y avait pas non plus, disons, la capacité et la formation que nous avons maintenant. Elles ont tout en commun qu'elles refusent toute entrave nouvelle imposée aux navires. Et c'est un petit peu comme ça que cela a commencé. Si on a pensé, par exemple, à un pont à transbordeur, c'est bien parce qu'on ne voulait pas d'un pont fixe. Et le pont à transbordeur est arrivé comme une réponse automatique. On ne sait pas comment, au départ, mais on veut garder l'eau. La Plaisance aussi voit ses sites traditionnels saturés. C'est surtout Franck Barrault et Gérard Maumenet qui en parleront. Le marché de la Plaisance est important, mais il est difficile. Les services sont difficiles à trouver entre La Rochelle et Lorient. Les concepts de port à sec se développent. Et pour les motorisés de la Loire amont, allez voir le Saint-Félix, le bassin Saint-Félix, et puis demandez la longueur de la liste d'attente. Il y a une autre émotion qui est celle des vieux gréements et du patrimoine. Une sensibilité populaire, un intérêt renouvelé. Le Bélem, la Boudeuse, la Belle Poule, et là-dessus, il n'est pas indiqué, mais c'était je l'ai corrigé sur la dernière mouture, le Saint-Michel II, bien sûr, qui n'a pas sa place à Nantes. La solidaire du chocolat aussi, en même temps, l'accès, les accès aux fleuves, ou du moins aux berges, sont renouvelés quand même. Mais ils sont terriens. C'est le parvis des machines. La barge Nautilus est entre les deux. Et le manège des mondes marins n'a de marins vraiment que le nom. Ils amènent quand même des milliers de badauds qui voient la Loire à ce moment-là. On renavigue aussi de plus en plus sur la Loire. Il y a les navibus, les bacs, et les bacs, on ne se contente pas d'avoir les anciens bacs, on en fabrique des nouveaux avec une plus grande capacité. Donc l'usage de la Loire n'est pas parti. Et des professionnels proposent des croisières fluviales, promenades, balades d'embarcations traditionnelles. L'amont est moins privilégié que l'aval. Et en plus, puisqu'on parle de patrimoine, il y a un transbordeur encore là, qui est le statut du commandeur qui ravive cette nostalgie. Nantes n'est pas du tout seule de son genre. L'association internationale Ville-Port
dont le siège est au Havre et qui faisait ça il y a 2 ans, je pense, en 2012, son Assemblée générale et son congrès à Nantes, recense des centaines de cas comparables dans le monde et des reconversions réussies. Des friches qui deviennent des espaces d'activité, exemple de Bordeaux, de Rouen, de Marseille, de Bilbao, Lyon, et grâce à une stratégie qui associe la ville et le port. Après une île de Nantes, qui a été conçue et développée comme on sait, et qui a largement esquivé le fleuve, quid de Chantenay? La montée en puissance du marché européen des croisières océaniques. C'est une croissance à 2 chiffres. D'accord, au cours des 2 ou 3 dernières années, elle est descendue entre 5 et 10. Mais elle repart grâce à la construction de nouvelles unités. C'est un marché qui a souffert quand même, on peut le dire, très peu de la crise. Mais il bénéficie aujourd'hui de l'apport des baby boomers. Ceux qui sont nés entre 1945 et 1950 prennent maintenant leur retraite. Et c'est on a vu, pas à cause des baby boomers, mais on a vu que ce marché européen des croisières océaniques et notre coordination avait eu un grand succès à la présentation que nous avons faite ici même au CCO en novembre dernier. L'avenir, c'est aussi une évolution encore plus rapide des croisières fluviales. Moi, je ne connaissais pas ça. Et nous avons eu l'idée, ma femme et moi, de monter une première fois à Strasbourg pour aller ensuite jusqu'à la frontière autrichienne. Et en octobre, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire nous allons remonter le Danube de Constanta en passant par Bucarest, Belgrade, Budapest et Vienne et terminer à Linz, c'est-à-dire que nous aurons le Danube dans notre poche. Je vous dis, c'est formidable. C'est formidable pour les gens, surtout de mon âge, et malheureusement, ils le sont tous, à bord, presque tous. Et là, c'est un grand marché de baby boomers. C'est un marché qui se développe à plus de 10% l'an. Et la flotte, j'ai essayé de faire le compte parce qu'il n'y a pas d'organe qui vous dit combien. Oui, il y en a, mais ils sont dépassés. Ils sont dépassés systématiquement. J'estime à 200 bateaux. Au bout de 5 ans plus tard, j'estime à 200 bateaux, valeur 2012. Et en 2017, je crois qu'on parlera plutôt de 300 bateaux fluviaux. En plus de ça, naît un concept de côtier qui n'est pas fluvial, qui profite des estuaires et va se promener sur, par exemple, comme le cas de CroisiEurope sur la côte d'Almat. Et ce sont des relativement petits bateaux de croisière de 150 à 200 personnes. Et quand vous avez navigué sur un bateau de 2 à 3 000, comme c'est mon cas aussi, Costa Favalosa, le sister ship du Concordia, eh bien, vous n'avez pas envie de recommencer, même si... Et ces bateaux-là sont capables de faire du rase-caillou, comme on dit chez nous, chez les marins. Et ils sont capables, en toute sécurité, de s'approcher des côtes. Et les retombées pour le bassin sont considérables. Enfin, c'est important quand même, de 25 à 30. On peut parler d'une politique... on peut dire qu'une politique... Alors, j'ai fait un rapport sur le sujet dont il existe à l'entrée quelques exemplaires. Comme il fait 60 pages, on n'en a pas fait des centaines. Mais vous pouvez le consulter soit sur notre site, le site des Transbordés, ou le site de l'éditeur qui s'appelle le Gaëla, dont Marc Mouchion est là.
le GAELA, qui est le groupement d'analyse et d'études de Loire-Atlantique. Et voilà, on arrive au dernier, c'est du concret. Bordeaux a 5 ans d'avance sur nous. Bordeaux a le Verdon, comme nous avons Montoire. Et Bordeaux, sur à peu près 43 cette année, navires sont programmés. On en ont que 17 au Verdon et le complément au port de la Lune, où on a fait de gros investissements intéressants, parce que le produit d'appel, c'est Bordeaux et pas le Verdon. Et je dirais aussi que le produit d'appel, ce sera Nantes et pas Montoire, même si Saint-Nazaire est intéressant à plus d'un titre, même si Guérande, etc., et même Carnac, qui n'est pas plus loin de Saint-Nazaire que de Nantes, sont des excursions intéressantes. Mais c'est autre chose, on en parlera avec les croisières. Je voudrais, et Croisières Europe, avec lesquels je suis en rapport, s'investit en Loire en 2005 avec un nouveau bateau, vous l'avez vu dans la presse, avec des roues à aubes. En 2015, pardon. Je voudrais très rapidement, mais je ne sais pas si ça se... il y a un homme qui s'appelle Philippe Caparros. Il est directeur associé au cabinet international Horvat, qui est un des premiers cabinets en matière de tourisme. Il a dit quelque chose que je trouve très beau, que vous pouvez lire. Espace identitaire, la voie d'eau constitue un élément de mémoire du lieu, un bien transmis, qu'il est question aujourd'hui de révéler, de rendre accessible et utilisable pour le plus grand nombre, inventer un nouveau destin, de nouveaux usages. La prise en compte de ces nouveaux espaces n'est pas un fait nouveau, ni même un fait français. Des reconversions de vastes emprises portuaires et fluviales ont été engagées dans les ports, comme Baltimore et Boston, à partir des années 60. Et à partir des années 80, ce sont les ports européens. L'eau, bannie du milieu urbain ou sévèrement mise à l'écart, tend aujourd'hui à refaire surface. Le mouvement d'abandon s'inverse. Les rives urbaines, et en particulier les friches portuaires, suscitent des projets d'envergure. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas plus loin parce que nous sommes quelques-uns et nous voudrions privilégier les échanges entre nous. Ouais, c'est celle-là. Tu viens là peut-être ? Non, ça va, je vais rester là. Bouge pas. Bonsoir à tous, à toutes et à tous, pardon. Je te laisse passer. Donc je suis Franck Barrault, responsable associatif dans le domaine du nautisme et du patrimoine maritime en particulier. Et alors moi je vais essayer de rentrer dans le concret de ce que pourrait être demain le groupe de travail du Conseil de développement en proposant quelques pistes de réflexion et peut-être demain d'action. Alors voilà. Comme cela a été dit par Philippe Audic, donc c'est la coordination Ville-Mer-Fleuve qui est à l'origine de cette proposition. Ce qui nous rassemble, c'est vouloir agir pour le compte de la prise en compte de la dimension fluviale et maritime de la métropole nantaise dans les évolutions futures du territoire. Pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut d'abord qu'on s'intéresse aux citoyens, et le citoyen n'est pas toujours informé de la réalité géographique, économique, environnementale que représente la Loire dans ce territoire. Il faudra donc, un préalable, sensibiliser et informer les habitants de ce territoire sur l'histoire, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui sont liés à cette dimension fluvio-maritime pour la métropole nantaise, mais il faut avoir une réflexion au-delà
parce qu'aujourd'hui, on réfléchit en termes de pôle métropolitain, évidemment, puisque la Loire coule jusqu'à Saint-Nazaire et se jette dans la mer. Donc, d'où cette proposition d'un atelier. Il y a deux projets de la collectivité quand même qu'il faut prendre en compte d'ores et déjà. C'est une grande exposition sur la Loire qui serait vraisemblablement pilotée par Nantes Métropole à l'horizon 2015. C'est un engagement de la candidate Johanna Roland, qui est aujourd'hui maire et présidente de Nantes Métropole, et qui, lorsqu'on l'avait rencontrée, nous en avait insisté là-dessus. Ça rejoint ce que je disais sur le problème de la sensibilisation des citoyens, et je crois qu'elle y tient beaucoup. La deuxième chose, c'est qu'elle a annoncé dans son programme un large débat public sur la Loire du XXIe siècle. Donc ces deux éléments vont peut-être se concrétiser assez rapidement, peut-être plus rapidement qu'on ne pense. Et donc la question qui est posée au Conseil de développement, c'est aussi quelle sera sa participation dans ce débat futur. Donc les axes de travail que je propose, mais la liste n'est absolument pas exhaustive, mais j'ai essayé de me concentrer sur quelques éléments. C'est premièrement la question de la Loire et de l'estuaire. On parle souvent d'un fleuve sauvage, mais les géographes disent non, sauvage, c'est pas vrai. Dans la partie estuarienne, la Loire, c'est un fleuve qui a été de tout temps transformé par la main de l'homme, canalisé, au bord de laquelle on a construit des quais, qu'on a dragués, etc. Et d'où cette image-là, qui est une image assez prégnante des opérations de dragage à la pointe des Antilles. Donc là, derrière, on est vers Trente-Mous, et ici sur la pointe de l'île de Nantes, où l'on voit les dragues en action. Donc ça veut dire se poser la question de l'état des lieux aujourd'hui, avec un rappel peut-être des données historiques, surtout l'analyse de l'impact des aménagements portuaires et urbains les plus récents sur le paysage et l'environnement de l'estuaire de la Loire. On parlait tout à l'heure de l'île de Nantes qui a un peu, même beaucoup, ignoré la présence de la Loire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un effort qui a été fait avec la création de deux pontons sur le bras de la Madeleine, le ponton des Chantiers et le ponton Bélem, mais peut-être que ça n'est pas suffisant et que sur tout le pourtour de l'île de Nantes, on aurait pu imaginer autre chose. Il va falloir aussi avoir une réflexion prospective sur l'évolution des installations du Grand Port Maritime, parce qu'il a peut-être des projets, d'ailleurs on en parlera un petit peu plus loin. Sur la question des franchissements, on en a dit un mot à l'instant, puisque là aussi il y a un débat qui se prépare pour l'automne 2014, c'est ça ? Et puis les aménagements urbains futurs, je pense évidemment à ce qui va se passer, ce qui va se poursuivre sur l'île de Nantes, ce qui va se passer sur le Bas-Chantenay et sur Pierremille-les-Îles, sur la rive sud. Deuxième axe, évidemment, c'est le port. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Alors on peut avoir un regard sur l'histoire pour rappeler comment il est né, comment il s'est développé, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il pourrait être demain. Là j'ai choisi une image qui m'a été donnée par Michel Samzin d'ailleurs, d'un évitage à la pointe de l'île de Nantes avec un cargo qui doit être assez long quand même, je ne sais pas quelle longueur il fait, avec les remorqueurs qui l'assistent. Donc là, c'est évidemment s'interroger sur la fonction commerciale du port, sur sa stratégie de développement dans les différents secteurs qui sont les siens, et puis s'interroger aussi sur la place du transport fluvial et les places respectives du transport fluvial et du transport maritime. Parce que le Gaëla a sorti une étude très intéressante sur le fluvial, que je vous conseille de lire, parce que effectivement aujourd'hui, j'ai envie de dire, le fleuve est sous-exploité dans cette dimension. Et puis une question très importante par rapport à l'urbain, c'est la stratégie foncière du Grand Port Maritime. Quelle va être la position du Grand Port Maritime vis-à-vis des collectivités locales et de leur politique d'aménagement urbain et de développement économique, sachant qu'on a eu tout récemment des articles comme celui-là. C'est assez frappant quand même d'avoir un titre de cette nature, tente de résister aux appétits de la ville. La question est posée.
par le port lui-même. Visiblement, c'est lui qui a fait cette démarche de rencontrer les journalistes. Ça veut dire qu'il s'inquiète peut-être derrière de volonté d'aménagement de la collectivité. Donc là, il y a un vrai débat, et je pense qu'au sein du Conseil de développement, ce serait intéressant qu'on s'y penche. Troisième axe, c'est les différents usages contemporains du fleuve dans la métropole nantaise. Alors là, j'ai mis quatre photos qui résument un peu la situation. Alors, c'est pas non plus complet, mais les croisières, on en a parlé à l'instant. La plaisance, hein, ici, je pense que c'est une photo de Presse Océan, mais de régate de 30 mous d'il y a quelques années. Le transport de passagers fluvial, hein, avec donc le fameux bateau de Croisier Europe. Alors dans les documents de Croisier Europe, si vous allez sur leur site, vous avez ces informations sur grande nouveauté 2015. Alors la photo n'est pas de très bonne qualité, je suis désolé, mais la Loire, un fleuve royal, à bord du MS Loire-Princesse, qui est en cours déjà de construction à Saint-Nazaire. Hein. Et puis enfin, évidemment, la fonction commerciale, on en retouchera peut-être un mot tout à l'heure avec représentant du Propeller Club. Bon, je ne reviens pas sur ces différents aspects. Il y a évidemment le nautisme. Gérard Momenet nous en dira un mot tout à l'heure, puisqu'il porte un projet de pôle nautique à Nantes. Il y a aussi tout l'aspect culturel, hein, qu'il ne faut pas non plus négliger. Il a même été question pendant la campagne électorale d'une fête du fleuve. Et en tout cas, il y a aujourd'hui effectivement un problème de mise en valeur du patrimoine fluvio-maritime et notamment du patrimoine navigant. Il n'est pas normal qu'un bateau comme le Saint-Michel II et d'autres soient obligés de s'exiler, si je puis dire, à Pornic. Il n'est pas normal non plus qu'un bateau comme Vétille, monument historique 1893 qui fait 10 mètres hors tout, soit obligé de payer à chaque fois qu'il montre le bout de son bout dehors dans la Loire et son étrave. Donc voilà, ça aussi c'est des questions qui seront posées et sur lesquelles il faudra réfléchir. Enfin, il y a aussi la dimension environnementale, le respect de la biodiversité et des activités fluvio-maritimes, parce qu'on nous parle aujourd'hui d'un parc naturel régional de l'estuaire. Hein, qu'est-ce que ça veut dire en termes quelles seront les conséquences, si ce parc existe demain, sur la navigation en Loire, sur les usages du fleuve dont je parlais tout à l'heure. On nous parle aussi à Nantes d'un parcours de la biodiversité du parc des Oblates au Grand Blotreau, donc ça touchera le secteur du Bas-Chantenay. Donc c'est toute la question de l'équilibre possible entre la nécessité du respect de l'environnement, qu'on ne conteste pas, et le maintien et le développement des activités fluvio-maritimes. On peut se pencher aussi sur la question de la construction navale et des industries de la mer. Je dis industrie de la mer parce que derrière, il y a aussi les énergies marines renouvelables qui intéressent les chantiers, y compris les chantiers STX, et les perspectives en termes de construction navale. Il se trouve qu'à Nantes, on a quand même de nombreux acteurs amont de la filière de construction navale, des centres de formation et de recherche, avec l'école centrale, l'IRT Jules Verne qui travaille sur les matériaux. On a des acteurs, des architectes et designers navals, des acteurs de l'éco-navigation, des industriels aussi, puisque, comme je disais, STX travaille en partenariat, Airbus travaille en partenariat avec STX, notamment sur des projets de navires à voile, d'ailes rigides, en fait. Hein, ça nous a été confirmé par STX. Et puis, quelle est la politique d'aménagement qui est liée au développement de ces filières? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que demain, dans le Bas-Chantenay, on ait un regroupement de certaines activités liées à la construction navale, ou à la conception navale, en tout cas, dans l'aménagement futur de ce quartier? La question est posée. Donc j'ai laissé un point d'interrogation sur l'image d'une des cales du Bijon, qui est malheureusement, comme vous pouvez le constater, vide. J'aimerais bien que demain, ces cales et ce fleuve, un peu plus loin, soient aussi un lieu de vie pour chacun et chacune. Voilà, je vous remercie. Monsieur Momenet, après. Je vais m'approcher. Je m'approche comme ça, je prends comme ça et j'appuie sur le bouton là. Voilà, comme ça, c'est celui-là.
Est-ce que je fais de l'ombre? J'espère. Ça va? Oui. Voilà, alors donc moi j'ai 10 petites minutes pour vous présenter le projet que l'on appelle, nous, Quai de la Plaisance. Donc c'est un projet qui a été lancé avec l'association environnante et qui consiste à créer un pôle de loisirs et de services destiné à tous les gens qui pratiquent des activités nautiques dans le secteur. Donc implanté sur les rives de Loire, on est vraiment là dans une logique très vaste. Tous azimuts, ça rappelle quelque chose qui est le village moto, que certains connaissent, le village moto, où effectivement tous les professionnels se regroupent pour intéresser les gens qui sont concernés par la moto. Et là, on ferait pareil. On dirait la même chose. Tous les gens qui s'intéressent au nautisme peuvent venir sur ce site. Alors, le point important, par exemple, c'est de se dire que ce n'est pas seulement quelques pourcents de la population qui sont concernés par le nautisme. L'année dernière, avec une étude Sofres, pratique au moins une activité en 2013, 27% de la population française. Avant, on était à 33% en 2007. Donc, il y a une baisse sensible. Mais disons qu'on a bien quand même une très forte proportion de la population qui a pratiqué au moins une activité nautique. Et très souvent plusieurs même. Alors les hommes pratiquent plus souvent, 33% des hommes ont pratiqué une activité nautique et 21% des femmes. C'est pour dire qu'un projet de pôle nautique ne concerne pas quelques personnes exceptionnelles. Ça concerne vraiment un grand nombre de personnes. Alors les activités sont très multiples et on sous-estime ça aussi. C'est qu'il y a des gens qui font du bateau à moteur, 41% des pratiquants ont fait du bateau à moteur, 25% ont fait de la voile, 38% sont montés sur un canoë, 29% de la pêche, il y a aussi la plongée, il y a aussi le jet ski, etc. Et en fait, très souvent, les gens pratiquent plusieurs activités. Et c'est ce qui gêne aussi les professionnels, parce qu'un professionnel qui fait du canoë, il s'occupe de canoë, de rien d'autre. Et puis il y en a un autre qui s'occupe de jet ski, de rien d'autre. Alors qu'en fin de compte, les gens qui s'intéressent à leur activité, ils font aussi de la voile, ils font aussi des choses. On peut très bien faire de la régate et de la pêche, c'est tout à fait autorisé et c'est très fréquent. C'est les loisirs nautiques au sens large. Et donc aujourd'hui, ils sont beaucoup trop cloisonnés, ces loisirs nautiques. Alors en ce qui concerne le marché se porte mal. Là, c'est les statistiques sur les ventes de bateaux neufs. On est à moins 16% au niveau de la métropole, moins 17% sur le Pays de Loire. Bon, ça, c'est pas brillant du tout. Mais le département 44 est un tout petit département, puisqu'il n'y a eu que 422 ventes l'an dernier, moins 21%. Ça représente que 4% des ventes France. Le 4 est en vogue dans le département 44. Et donc, c'est un tout petit département, mais qui a à côté deux zones beaucoup plus importantes, qui sont le département 56 et le département 85, donc le Morbihan et la Vendée, qui sont tout proches, en fait, en bassin de navigation, et qui sont beaucoup plus importants, puisqu'on arrive à 1680 ventes sur un an, soit 17% de la métropole. Donc, si on arrive, par un pôle nautique, à intéresser des gens qui naviguent, eux, plus souvent en 56 ou en Vendée, et qui ont de bonnes raisons de venir ici pour entretenir leur bateau, pour s'en occuper, là, à ce moment-là, on retrouve un nombre très important de plaisanciers concernés. En ce qui concerne l'occasion se porte bien, elle est stable depuis des années, depuis 2008, il n'y a pas eu de baisse du tout, et donc ça fait 10 000 ventes sur les 3 départements qui nous intéressent, 2800 ventes sur le 44, et là, ça se passe bien. Donc il y a un problème par rapport au neuf. Il y a un transfert, les gens vont vers l'occasion au lieu d'aller vers le neuf. Et on a identifié un certain nombre de causes à tout ça, mais c'est quand même un problème important. On voit même qu'il y a un soleil sur les Pays de Loire, là, puisqu'on a un plus 4% sur les Pays de Loire, ce qui est exceptionnel. Mais bon, les ventes d'occasion, c'est aussi très important. Et de la même façon qu'il faut s'intéresser aux gens qui pratiquent en ne faisant pas de cloison, il faut aussi se dire, quelqu'un qui est là peut s'intéresser à un bateau neuf, ou s'intéresser à un bateau d'occasion, ou hésite entre les deux. En fait, c'est les mêmes clients, tout ça. Donc, d'où l'intérêt de regrouper les professionnels sur le même site. Alors, le projet Environnante, c'est bien donc d'aller dans 2 directions, fidéliser les anciens, entre guillemets, plaisanciers, ceux qui sont à leur 5e bateau, 8e bateau, pour qu'ils continuent à naviguer, pour qu'ils envisagent de changer de bateau, pour qu'ils aient des facilités pour entretenir leur bateau, parce que ça commence à devenir un peu lourd à entretenir, et aussi attirer les nouveaux plaisanciers.
leur faire découvrir des nouveaux loisirs nautiques, ils sont intéressés mais ils ne savent pas comment avancer, et puis les rassurer sur les contraintes qui leur font très peur, formation, achat, revente, entretien, place de port, etc. Donc l'idée c'est bien de faire un pôle d'attraction, on va tendre la main aux gens en disant, dans votre cas monsieur, il y a des solutions, et c'est simple, beaucoup plus simple que vous ne le craignez, que vous le croyez. Hein. Voilà. Alors donc, c'est bien l'idée d'un pôle de convergence. Ça concerne énormément de bateaux. 163 000 bateaux sont immatriculés sur nos 3 départements. Hein, il y a 100 000 bateaux transportables et 39 000 bateaux de plus de 6 mètres. Donc on est bien sur un très très grand nombre de bateaux. Et même s'il y a un petit pourcentage qui viennent s'installer pour de l'entretien, des choses comme ça sur Nantes, ça représente quand même un très grand nombre de bateaux. Hein. Donc, et l'estuaire de la Loire est parfaitement navigable pour, quand on a des raisons, disons, de venir à Nantes. La Loire à la voile, par exemple, c'est quand même quelque chose d'un peu délicat. Et il faut avoir une raison d'y aller et avoir un service, avoir à la réception une assistance. Alors, donc, trois publics concernés par ce pôle nautique. Les touristes. Donc travailler aussi sur cette logique de loisirs, des gens qui se posent des questions, qui ne savent pas, ils viendront pour des logiques de loisirs, des pratiquants, ceux qui n'ont pas de bateau mais qui font soit du canoë, soit de la planche à voile, soit autre chose, et des services pour les propriétaires de bateaux. Donc 3 catégories de population pour viser très large, pour viser un très grand nombre de personnes. Donc le pôle de convergence, c'est vraiment créer des synergies qui aujourd'hui font défaut aux gens du nautisme, donc les clubs et les associations sportives, le CMN, etc., les écoles de voile, les permis moteurs, les ventes de bateaux neufs ou d'occasion, les ventes d'accastillage, tous les services, location, financement, assurance. L'idée, c'est ça, c'est de dire, vous venez à cet endroit, vous avez tous ces services sous la main. Et on vous aiguille vers les uns ou vers les autres. Et bien sûr, tous les artisans, sachant que c'est très compliqué, parce que sur un bateau, il y a des problèmes de moteur, il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes d'électronique, il y a des problèmes de peinture, et on ne sait pas à qui s'adresser. Tandis que là, on aurait tout sous la main. Hein, on aurait tout sous la main. Donc voilà, alors pour terminer, donc, l'idéal évidemment ce serait de regrouper tout le monde le long de la Loire d'un côté ou de l'autre. Là évidemment on a choisi de faire un petit dessin sur le Bas-Chantenay, mais il peut y avoir d'autres sites intéressants pour ça. Et donc avoir une zone tourisme proche de la ville, une zone information, commerce, service, une zone bateau neuf et occasion, et une zone port à sec plus difficile à présenter aux touristes parce que c'est vraiment très technique là du coup, hein, c'est du refit, de la réparation, de la remise à neuf. Il y a déjà un chantier qui est en place, hein, le chantier de l'Esclin qui est à cet endroit-là, et donc voilà. Alors c'est ça, l'idée c'est vraiment le village nautique comme le village moto pour rassembler tout le monde et que les gens se disent ben oui, en fin de compte il y a des solutions. Il n'y a pas que des problèmes, il y a des solutions. Et on retrouve donc l'historique de Nantes avec les chantiers au bain, avec plein de choses, où on peut aussi faire une exposition de l'histoire de Nantes côté Plaisance. Hein, et puis des relations avec l'Erdre aussi, bien sûr. Voilà, j'ai terminé. Il y a beaucoup de choses à faire autour de tout ça. Merci. Je voudrais, en complément de cette présentation, juste insister quand même sur le rôle et la place des associations nautiques, clubs nautiques sur la région nantaise, non seulement sur l'Erdre, mais aussi sur la Loire. Entre Loire-Plutous à Saint-Sébastien-sur-Loire, le CNSL qui organise les régates de 30 mous à la mi-septembre en général à Rosé, le CMN qui a son siège du côté de la place du commandant L'Herminier, Erdre Voile Passion, etc. Il y a aussi toute une vitalité associative qu'il ne faut absolument pas laisser de côté. Il y a une réalité économique avec des projets qui peuvent être portés par des opérateurs économiques, mais il y a aussi des associations qui aujourd'hui ont besoin de trouver de se rapprocher d'équipements fiables pour elles. Parce que pour mettre un bateau en Loire dans la région nantaise, même à des riveurs, c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui. Voilà. Et le 4e mousquetaire est Stéphane Pousset, qui est pilote de Loire et qui représente Michel Samzin, que nous connaissons bien, le président de l'association qui s'appelle les Propeller Club, qui réunit des professionnels du monde maritime. Voilà.
Bonjour à tous. Je termine ces exposés-là et je vais vous parler en fait du transport de marchandises dans le port de Nantes. Donc la richesse de la ville provient de ce transport de marchandises. Donc le futur doit nous amener à ne pas oublier ce fondamental-là et on va se rendre compte que l'ensemble des grandes métropoles, principalement des métropoles portuaires, européenne ou mondiale, conserve un grand pôle en fait de transport de marchandises en leur sein, parce que les villes commencent à étouffer un peu partout, et il faut que la voie maritime et la voie fluviale en fait puissent amener des marchandises sur la ville, amener des matières premières, mais aussi évacuer un certain nombre de déchets pour permettre à la ville de vivre autrement que par ces voies habituelles qui sont le transport routier, qu'on a un peu trop tendance à mettre en unique et seule voie de transport en France actuellement. Alors, on va commencer simplement par l'histoire du port de Paris. Actuellement, dans les années 70, Jacques Trorial, qui était le président du port autonome de Paris, en fait, s'est battu énormément pour conserver des zones portuaires dans Paris et dans sa petite couronne pour toutes ces activités maritimes et fluviales, et n'a pas cédé sur toute la partie en fait immobilière et la pression immobilière, histoire de maintenir en fait un approvisionnement de la ville. Actuellement, une grande partie en fait des approvisionnements, par exemple des magasins Monoprix, passe par des entrepôts logistiques qui se trouvent sur le port autonome de Paris, et les magasins par des navettes fluviales sont alimentés en direct sur des circuits les plus courts possibles pour éviter en fait d'accroître la circulation au sein de la capitale. Donc on voit bien que lorsque les pressions sont trop fortes en termes de circulation, il faut se tourner vers les voies naturelles d'accès que sont les fleuves, dans leur partie pour la Loire maritime et dans la partie fluviale. Et ça, Nantes a cette grande chance d'être en fait au carrefour des grandes villes régionales, au carrefour du maritime et au carrefour du fluvial. C'est pour ça qu'elle a été créée. Et à terme, cette primauté doit rester prégnante en fait dans son destin. La zone maritime de Nantes, le port de Nantes, c'est un port important. Les Nantais ont tendance à croire qu'il n'y a pas de port à Nantes. En fait, il y a un gros port à Nantes. Le port de Nantes, c'est l'équivalent du port de Lorient, du port de Bayonne et du port de Brest. Aucune de ces municipalités-là se désintéresse de son port. Toutes, en fait, le soutiennent, les régions derrière, énormément. Alors là, le port de Nantes, c'est en gros 3 millions de tonnes. C'est une toute petite partie du grand port maritime, puisque le grand port maritime fait un peu moins de 30 millions de tonnes. Mais c'est une partie importante. Quand on prend un diviseur, en particulier quand on prend le tonnage, sur un port comme celui du grand port maritime, on parle en fait d'énergétique. Donc on parle de pétrole, on parle de gaz, de charbon, et ça pèse beaucoup en poids. Mais par contre, en service rendu, ça pèse d'une façon importante, mais les trafics qui sont sur Nantes sont des trafics importants. On va les regarder un petit peu. Vous avez 3 millions de tonnes de trafic sur Nantes. En gros, il y a 1 million de tonnes de sable pour les constructions, pour les maraîchers. Vous avez une grosse exportation de céréales sur le plus gros silo qu'il y a en Loire. Vous avez des produits de recyclage qui sont à l'exportation. Vous avez aussi beaucoup de bois importé. Nantes est la première place de négoce de bois en France, mais par contre, le port de Nantes n'est pas le port qui importe le plus de bois. La plus grosse quantité de bois arrive par montoir, par des conteneurs. Bien que le trafic de bois reste prégnant, où on a encore beaucoup de boissiers, par exemple, qui viennent de l'Europe du Nord. Alors, le port est vraiment au cœur de la ville.
On voit parfaitement ici, dans sa partie ouest de la ville, vous avez les quais principaux qui sont les quais de Cheviré, vous avez les quais céréaliers en fait, qui se trouvent sur la partie nord. C'est en gros c'est une des plus grosses réserves foncières du port. Dans la partie aval, que ce soit à Saint-Nazaire, entre Montoire et Donges, vous n'avez plus aucune place. Pour trouver les grands projets ont été abandonnés, c'est-à-dire le Dongest a été abandonné, le Grand Tourteau, c'est pas encore fait, et ça va peut-être pas être fait tout de suite. La partie où il y a le plus de réserves immobilières, c'est la partie amont et la partie nantaise. Tout le monde dit 40 000, c'est loin pour tous les ports, c'est loin en France. À Hambourg, le port est à 40 000. À Anvers, le port est à 40 000 de l'estuaire et ça pose aucun problème. En Loire, on monte quand même des très gros bateaux. On monte des bateaux des Panamax en fait, qui ont des tailles de jusqu'à 225 mètres. On les monte principalement pour le silo à blé. C'est vraiment le gros trafic en fait, du port de Nantes. En moyenne, on fait 630 entrées-sorties de navires. On fait une centaine de mouvements à l'intérieur du port entre l'amont et l'aval. Et une des choses qui est très importante, c'est le développement en fait, des plateformes logistiques. À quoi servent les plateformes logistiques ? Ça sert à optimiser un peu les flux de marchandises et c'est l'avenir en fait, l'avenir du transport dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce que les petites entreprises ont besoin en fait, de zones où elles peuvent stocker de la marchandise, les réexpédier assez facilement, utiliser les différents modes de transport qui peuvent lui être proposés, que ce soit du fluvial, du maritime, du ferré ou de la route. Alors, la situation actuelle, que font des petites entreprises qui doivent gérer leurs approvisionnements, elles se dirigent vers les autres ports français, les ports nord-européens. Par exemple, la majorité de l'habillement qui est produit en fait, dans la région choltaise part plus facilement sur les ports de l'Europe du Nord ou du Havre que vers ceux de la Loire. Le but, en fait, il est de créer des situations avec une plateforme à Cheviré, une plateforme logistique qui a déjà en fait, commencé à prendre corps, mais qu'il faut encore promouvoir et développer. Et c'est une implication importante pour l'ensemble en fait, l'ensemble du territoire. Histoire de dévier un certain nombre de trafics directement sur des chargements sur Nantes ou sur la partie aval du port de Nantes. Alors, les plus apportés pour les petites et moyennes entreprises, en fait, c'est de permettre d'avoir un service de gestion de flux de marchandises qui est l'équivalent en fait d'une grande entreprise. Les grandes entreprises en fait ont des gros centres de gestion de transit et le but c'est de permettre à ces petites entreprises d'accéder en fait à ces facilités-là en diminuant en fait les coûts de stockage et en augmentant leur flexibilité et en optimisant en fait leur expédition de matériel. Donc, ouais. Alors, l'avantage des plateformes multimodales, ça veut dire qu'on peut utiliser tous les moyens de transport qui sont à disposition, qu'ils soient navires fluviaux, bateaux maritimes, trains, l'avion, l'ensemble des moyens de transport au milieu en fait des différentes zones en fait qui sont desservies, que ce soit l'agglomération qui est le grand centre de consommation et puis les différents points de liaison avec ces transports multimodaux. Alors je passe parce qu'autrement
ça va pas le faire. Bon, simplement pour vous montrer le type de navire en fait qui peut très facilement venir en Loire, par exemple des feeders, ce sont des bateaux qui peuvent aller jusqu'à 160 mètres de long, avec 1,50 m de tirant d'eau, qui peuvent prendre en gros 1000 EVP, ça correspond à 1000 conteneurs de 20 pieds. Hein. Le site de Cheviré peut aussi recevoir des barges fluviales. Il y en a déjà un certain nombre de trafics qui se font, principalement des colis lourds pour le compte d'Airbus, qui sont faits par la CLT, qui est dignement représentée ici. Et pour le compte de la CLT, il y a d'autres entreprises qui ont besoin de transport de colis lourds, comme l'Euroelots, qui travaille énormément pour l'offshore. Et il faut permettre à ces entreprises en fait, d'envoyer ces énormes pièces par la voie d'eau, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. À tel point, par exemple, même le pont Éric Tabarly, si la collaboration n'avait pas été très, très étroite entre le savoir-faire fluvial, celui de la CLT, et maritime, des entreprises de remorquage local, du pilotage et du port, le pont Éric Tabarly n'aurait jamais été expédié et construit tel qu'il a été fait en fait, à l'amont de Nantes. Alors, les postes de Cheviré sont assez importants. Il y a 4 postes qui travaillent déjà en permanence. Là, vous voyez, c'est principalement sur l'expédition de ferraille. Alors, ils sont très bien équipés en grue, mais par contre, il n'y a pas de portique à conteneur pour pouvoir en fait faire venir des feeders ici et faire une plateforme multimodale un peu plus moderne qu'elle ne l'est, quoi. Donc ça, c'est les postes amont. Hein, où principalement se concentre le trafic de bois, de boissier. Ça, c'est la partie aval, hein, les postes Cheviré 3-4, où vous avez des exportations d'ammonitrate, vous avez du vin, vous avez de la ferraille, du bois aussi. Et puis, dans la partie ouest, on voit aussi tout le terminal sablier. Évidemment, les quais Wilson peut servir pour l'évacuation des matériaux de construction ou l'acheminement des matériaux de construction et la réception en fait, des paquebots maritimes et fluviaux quand ils seront là. Et s'il y a du dragage. Voilà. Et puis au nord de la zone, vous avez des postes de produits chimiques, par exemple, et pétroliers, qui sont les terminaux de UB, du quai Émile Cormeret. Faut savoir que par exemple LBC, c'est un des plus gros importateurs de bitume coloré en Europe. Ils importent du bitume, ils colorent et ils vendent partout en Europe. La zone de Cheviré est une zone très importante. C'est une zone qui fait 1 million de tonnes de sable annuellement. Elle draine en fait toutes les régions et elle apporte en fait. C'est une zone qui est très importante pour la construction, mais aussi pour les tenues maraîchères, puisqu'une grosse partie du sable est utilisée en fait dans les tenues maraîchères de l'amont de Nantes. Alors, ça passe plus. Il y a un grain de sable. Voilà. Il y a d'autres zones en fait qui existent, qui pourraient être exploitées. Par exemple, les quais de la Bordelaise en fait, qui se trouvent du côté de Bassines, c'est l'ancienne usine AZF, et c'est des quais qui pourraient parfaitement être utilisés pour des exploitations commerciales. Les quais de Roche-Maurice, ça c'est évidemment l'exportation de blé, mais aussi depuis peu de l'importation de blé bio qui provient en fait des pays de l'Est, la Roumanie, et un trafic qui est très récent et qui s'est mis en place. Voilà. Bon, ben, je vais passer sur le reste et puis voilà. Les présentations étant finies, on peut ouvrir l'échange. Donc, qui veut se lancer? Oui, Christian. Merci, bonjour, Christian Brisset. Simplement 2 courtes remarques d'ordre contextuel. La première concernant l'environnement institutionnel au sens large, et tu y as fait très largement référence dans ton exposé. Bien évidemment, le contexte purement institutionnel, il évolue. Tu as fait référence, par exemple,
au pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, mais il y a aussi le pôle métropolitain Grand Ouest qui s'allonge jusqu'à Brest. On a vu dans le récent débat démocratique l'importance que pouvait avoir la Loire, et le nouveau maire de Nantes, tu l'as rappelé, de ce point de vue-là, a fait un certain nombre de propositions, donc il conviendra bien évidemment de mettre en œuvre, mais en particulier la plus importante d'entre elles, c'est le débat, me semble-t-il, sur les franchissements de Loire et non pas le franchissement. Par ailleurs, tu as largement évoqué la dimension citoyenne, et je crois que tous les associatifs ne peuvent que y être sensibles. Il y a un certain nombre d'instances avec lesquelles il conviendra de générer des flux d'informations, de débattre. Je pense par exemple aux différents conseils de quartier qui peuvent être impactés par les grands projets urbains, comme là encore auquel tu as fait référence, le Bas-Chantenay, la deuxième phase de l'île de Nantes, ou sur l'autre rive, les deux îles avec la ville de comment s'appelle, de Rezé et pardonnez-moi, le conseil de quartier de Nantes Sud. Donc je crois que ce sont des dimensions qu'il ne faudra pas oublier dans la manière de communiquer sur ces grands projets. La deuxième remarque concerne le trafic de fret sur le fleuve, que ce soit par barging ou par autre type de navire. Là encore, quand on veut communiquer auprès du grand public qui n'est pas forcément au fait du fait maritime, précisément, il y a des chiffres qui parlent. Un trafic tel qu'il est dimensionné aujourd'hui, de l'ordre de 3 millions de tonnes, grosso modo, c'est 100 000 gros camions de 30 tonnes sur nos routes entre l'amont et l'aval de l'estuaire. C'est 400 camions par jour. Ce sont des choses qui doivent parler à des gens qui aujourd'hui ne sont pas pleinement sensibilisés à ces questions-là. Et puis enfin, simplement pour terminer, une information concernant la dimension patrimoniale auquel on est sensible l'un et l'autre. Cette lacune dommageable auquel tu faisais référence pour la tarification des stationnements de bateaux va prochainement être résorbée, puisque le conseil communautaire qui est compétent pour cette question doit voter prochainement, je ne sais pas si c'est la prochaine session ou une session suivante, une tarification spécifique pour les bateaux du patrimoine, qu'ils soient monuments historiques ou labellisés bateaux d'intérêt patrimonial, gérés par les associations dynamiques que tu évoquais, de manière à ce que ces bateaux puissent effectivement stationner à Pontet, en Erdre et en Loire, dans des conditions qui sont économiquement complètement neutres. Voilà simplement quelques précisions. J'ai d'ailleurs oublié de citer la cale de Lille tout à l'heure parmi les associations, et mea culpa, mea maxima culpa, d'autant plus que le président est présent. Voilà. Oui. Je le dis pour les gens qui sont à la tribune, prenez le micro puisqu'on enregistre le débat. Hein. Donc si vous avez une réponse à apporter, n'hésitez pas à solliciter un micro. Souhaitez-vous qu'on rappelle les associations qui se... Je pense que ça serait bien. Très rapidement. Il y a le club de croisière Nantes-Saint-Nazaire et environnante, dont nous avons entendu Gérard parler en avant-dernier. La cale de Lille, qui est représentée par M. Douaré, Alain Douaré. L'Estran, bien sûr, c'est toi. Et l'Estran, c'est... tu le rappelles C'est une association qui a été créée en 2007 pour essayer de promouvoir le bassin de navigation pour la plaisance de Nantes. Et ça veut dire, l'Estran, c'est évidemment un jeu de mots, mais c'est Loire, estuaire, rencontre et accueil nautique. Voilà. Bon, il y a les Transbordés, dont je suis le président, et l'APSA, et l'association de la Butte Sainte-Anne, qui est très sensible au point de vue environnemental, au projet qu'on leur expose et qui tient à avoir un avenir maritime également. Le quai Saint-Louis est en face d'eux. Et je pense que c'est à peu près... Oui, le Propeller Club, bien sûr. Ouais. Et le Centre culturel maritime qui nous a rejoints. Le Centre culturel maritime. Le Centre culturel maritime avec Hervé Grossin, qui n'est pas là ce soir. Ah oui ? Il vient de partir. Il était. Bon, c'est tout.
toutes ces associations dépassent le millier d'adhérents. Est-ce que c'est des projets sur lesquels il faut une énergie considérable? Donc il y a pas mal d'associations, c'est très bien, mais je sais que c'est très usant. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un événement récurrent, un peu comme l'Armada à Rouen ou Brest, qui soit un booster tous les 3-4 ans et qui, lui, je dirais, redonne une accélération à tout ça pour que voilà, ce soit pas on ne soit pas au bout de 3 ans complètement épuisé par l'effort qui soit fourni? Je profite que j'ai le micro pour dire qu'il y a un géo-région sur la Loire qui va sortir dans 3 jours. Là. Bon, voilà une... Alors, voilà. le premier événement, ça pourrait Tu être... prends le micro, Yves. Pardon. J'avais ici... J'avais ici un article qui faisait suite à une interview de Johanna Roland et qui parlait de sa volonté de pousser à ce qu'elle a déjà promis, qu'il y ait une grande exposition sur l'avenir de la Loire en 2015. Et ça pourrait être le premier événement. Qu'il y ait un événement nautique qui l'accompagne serait certainement une excellente chose. Mais nous les avons vus toutes, on va dire, les candidats, et Johanna Roland n'a pas été la dernière à s'intéresser à la Loire. En tout cas, l'idée d'un événement, et je pense que ça sera à travailler dans l'atelier, oui. Henri ? Oui, Henri Favre, Conseil de développement. Dans l'usage du fleuve, vous n'avez pas évoqué la pêche. Alors, c'est pas forcément l'aspect dominant, mais c'est quand même une... Et par ailleurs, si la dynamique de la partie nantaise du port est importante, la partie aval est dominée par les trafics pétroliers, au sens large du terme. Quelle est la stratégie de l'usage du pétrole si demain il y avait une réorganisation des circuits d'approvisionnement pétrolier dans la stabilité, la pérennité du port? Bonne question. Sur la pêche, tu as des choses à dire? Simplement, il y a une chose qui est une constante. On sait que principalement le port de Nantes-Saint-Nazaire est un port énergétique et qu'à terme, la part de l'énergétique ne va pas aller en s'accroissant. Donc, obligatoirement, il y aura un rééquilibre des trafics et une diminution en tonnage, puisque... mais par contre, le port sera obligé de s'orienter sur des trafics plus ciblés, à plus forte valeur ajoutée en fait, et moins d'importation de matières premières. Le port de Nantes qui sera touché par une pollution énergétique. Et puis j'en ai touché un mot, enfin j'en ai pas parlé, mais je l'avais écrit sur les diapositives. Il y a aussi en production endogène. Alors c'est évidemment pas du tout les mêmes volumes, mais les réflexions actuelles sur la place des hydroliennes, y compris dans le fleuve. Hein. Oui, Jean-Pierre Payon. Jean-Pierre Payon. Alors, je voudrais faire quelques rappels, mais souvent, je suis dans des rappels un peu historiques, parce qu'on est quand même quelques-uns à s'être préoccupés de la question de cet aménagement et de l'avenir du fleuve depuis les années 1990. Souvenez-vous quand même des projets de Cité internationale des affaires. Et donc là, c'était effectivement... cette île de Nantes, c'était un espace potentiel de surface, de mètres carrés à construire, dans lequel la question portuaire était plus ou moins évacuée. De la même manière que lorsqu'on parle des traversées de Loire, etc., bien souvent, la question, la dimension du fleuve n'est pas abordée. Alors votre exposé est effectivement tout à fait intéressant, mais je voulais dire simplement qu'il y a des associations qui, depuis fort longtemps, se sont intéressées aussi à ces questions, mais sans succès forcément évident, bien entendu. Et il y a deux conditions nécessaires. Premièrement,
l'importance des associations, des habitants, etc. J'en suis intimement persuadé. Et ce que vous faites ou ce qu'on fait, tout ça, c'est bien important. Mais il y a deux composantes très importantes que sont, d'une part, le grand port maritime. Veut-il encore avoir du trafic dans cette basse-Loire? Et deuxièmement, les responsables élus municipaux, les communes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser ce fleuve pour les transports? Et je peux vous dire qu'à certains moments, mais vous le savez bien les uns les autres, il y avait un intérêt complètement absent, y compris le fameux bassin d'évitage, pas évident. Et les débats, le grand port maritime dit ah oui, finalement, les terrains, la ville de Nantes, comment? Bon, à un moment donné, il y a eu une bagarre entre les deux, dans laquelle nous, petite association, on était en train d'essayer de les faire se mettre d'accord sur le quai nord de la fosse en termes d'aménagement. Donc il faut bien voir que ça, c'est deux points importants. Alors Johanna Roland a donné quelques éléments qui vont plutôt dans ce sens-là, et je m'en réjouis. Mais après, les contraintes économiques, mais notamment, c'est au port, aussi au grand port de Nantes, est-ce qu'ils veulent continuer à avoir un trafic. Et notamment dans cette basse-Loire, c'est-à-dire de cette remontée, ce qui fait dans bien des endroits, le fleuve est quand même assez large, et il n'y a rien. Le quai Wilson, je vous signale quand même qu'on a été un certain nombre à se bagarrer, parce que la grue grise, la fameuse grue grise, c'était pas uniquement le fait d'avoir une grue comme témoignage, mais c'était aussi la possibilité de continuer à utiliser le quai Wilson. Or là, les grues ont été déménagées, et c'est quand même le port autonome qui a dégagé ces grues à cet endroit-là, alors que c'était parfaitement utilisable en draguant, bien entendu. Mais on est toujours dans les mêmes cas. Un port d'estuaire, ça se drague. Donc, pour dire que ces trois composantes-là sont très importantes. Et c'est vrai que si on arrivait à faire progresser cette idée de l'usage du fleuve en tant que transport, mais aussi en tant que potentiel hydraulique, c'est-à-dire approvisionnement de l'agglomération en eau, problème de pollution, etc. Et il y a d'autres éléments sur cet estuaire dans l'amélioration de la qualité des eaux, etc. Bien, c'est pour dire qu'effectivement, c'est quelque chose de compliqué et que là, c'est véritablement un engagement des deux composantes. Et là-dessus, les associations, les élus et le Conseil de développement, et je m'en réjouis bien entendu, peut avoir un rôle à jouer. Et je vais juste ajouter sur la question du port, oui, c'est intéressant de savoir si vous avez eu déjà des échanges avec le port, parce que Franck, tu as fait allusion à un article dans Ouest France, mais qui ne me surprend pas du tout, puisque la réforme portuaire fait des grands ports maritimes des gestionnaires de fonciers. Et donc, ils ont évidemment le souci de valoriser leur foncier au mieux et au maximum. Donc voilà, c'est intéressant de savoir ce que le port a en tête, évidemment. Donc je ne sais pas si vous les avez. Alors, nous, on ne les a pas rencontrés au nom de la coordination. Certains d'entre nous les ont peut-être rencontrés, et certains les ont bien connus d'ailleurs. Mais effectivement, la question à poser, c'est est-ce que le port, enfin dans la partie amont, est-ce que le port a plus intérêt aujourd'hui économiquement à développer de l'activité fluviale et maritime, ou à vendre ses terrains au meilleur prix? Enfin, je veux dire, ça, on peut se poser la question, je suis un peu brutal quand je dis ça, mais il y a une vraie question là. Tout ce que tu viens d'exposer justifie justement la création de cet atelier. Au départ, nous-mêmes, moi-même, je veux dire, président des Transbordés, je me suis dit, c'est pas vrai, on n'arrivera pas à retourner le monde de façon à ce qu'il passe des bateaux sous ce fameux pont transbordeur. Et s'il n'y a pas de bateau, il sert encore, mais bon. C'est un symbole. Et alors, maintenant, c'est la réponse sur le fond. Non. Pas de discussion sur le fond des choses, ni avec le port, ni avec la ville jusqu'ici, ni avec la Nantes Métropole. Cependant,
on peut dire que si, par exemple, le 28 novembre, lorsque nous avons fait notre conférence, ce qui correspond au CCO, à la naissance donc de cette coordination, elle n'aurait pas pu se faire, je pense, elle ne se serait pas faite de la même façon si on n'avait pas eu l'autorisation de faire venir une dame qui s'occupait des liaisons, des liens ville-port, de ce qu'ils appellent l'interface ville-port à Marseille. C'est moi qui ai pris l'initiative de lui demander de venir. Elle est venue d'ailleurs aux frais du port, mais elle m'a demandé avant, elle m'a dit si je n'ai pas la bénédiction du président du port de Marseille et du président du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, je ne viendrai pas. Or, elle est venue. C'est une forme de réponse. Et puis l'autre article de journal qui était projeté en est une autre. Ok, je crois qu'il y avait des interventions dans le... Bon. André Hubert. André Hubert-Ménard, Conseil de développement. Ancienne universitaire, c'est à ce titre que j'interviens. Vous êtes en train de lancer un débat extrêmement fort, bien sûr, sur l'estuaire et sur le port de Nantes et sur l'aménagement de l'agglomération de Nantes. Or, autant que je sache, l'université est un lieu de débat très ouvert et il y a à l'université des centres de recherche en droit, en géographie, en économie, qui sont d'ailleurs fédérés entre eux et qui ont un moyen d'action très important, c'est de mettre éventuellement à votre disposition des étudiants faisant des mémoires ou des thèses. Or, il y a là véritablement une source, je pense, de développement, d'études, sans parler bien sûr de la formation. À Nantes, comme à Saint-Nazaire d'ailleurs, il y a des formations de 2e et 3e cycle sur le droit maritime, l'économie maritime, la logistique. On est en plein dans notre sujet. Il faudra absolument, très rapidement, que vous preniez contact, parce que moi, il y a 8 ans que j'en suis parti. Mon ami Jean-Pierre Payon et collègue, avec lequel on a pas mal travaillé sur ces sujets-là aussi, je puis vous garantir que la succession est assurée et qu'il y a des gens certainement très intéressés par tous ces projets. Merci. Oui, Paul ? Oui, par rapport à cette coordination et à cette interface qui a été créée à Marseille, je crois que c'est extrêmement important. Parce qu'une coordination d'association, c'est bien, mais si vous avez en face de vous des gens qui ne se coordonnent pas entre eux, on n'a aucun pouvoir. Moi, je crois que pour résumer, l'histoire de Nantes, c'est d'abord l'économique qui a modelé, qui a fait l'aménagement du territoire. Il n'y a pas eu de bateau, il n'y aurait pas eu d'échange, on n'aurait pas eu ce port, etc. Et le souci aujourd'hui, c'est que l'économique est passé un peu au second plan et l'aménagement du territoire se fait davantage par, je dirais, des politiques, c'est au sens tout noble du terme, mais qui ne sont pas forcément les entrepreneurs. Et cette dichotomie, je l'ai bien senti, hein, Stéphane, dans toutes les discussions qu'on a eues, on sentait qu'il y avait, je dirais, le château Grand Port Nantes-Saint-Nazaire où il se passait des choses, il y avait le château Ville Nantes Métropole où il se passait des choses, et puis en dessous de tout ça, il y avait des chapelles. Alors, il y avait la chapelle de l'agence d'urbanisme, il y avait la chapelle de tout ce qui était Samoa, il y avait la chapelle, etc., etc. Un certain nombre de chapelles qui, je vous rassure, sont sur des planètes totalement différentes. Ça a été ma grande surprise dans toutes ces années de lobbying que j'ai faites, sont sur des planètes différentes et tirent un petit peu chacun dans leur sens. Je ne sais pas un reproche, mais si aujourd'hui, on n'arrive pas, nous, coordination, enfin vous, coordination, vous voyez comment vous nous donnez envie, mais vous, nous, coordination, à finalement avoir un pendant chez les décideurs, c'est-à-dire chez des gens qui ont du poids, qui peuvent transformer le territoire, je dis, au grand port, hein, c'est-à-dire que véritablement là, je pense qu'il y a un appétit, en tout cas de ne pas se laisser dépasser par les événements. Au niveau de la ville, il y a une nouvelle gouvernance. Hein. Est-ce que cette gouvernance va être homogène ou hétérogène, c'est la grande question aujourd'hui. Est-ce qu'elle va homogénéiser les points de vue de la Samoa, de ceci et cela, sans parler également, en parlant aussi de la question des transports, qui est souvent gérée au niveau de la région, au niveau de RFF, etc., tous les transports fluviaux, maritimes, ferrés, etc. Tout ça, c'est géré par beaucoup de gens. Si la coordination n'a pas son pendant, et il faut leur
collé au maillot, hein, n'a pas cependant une exigence que les politiques se structurent entre eux et se coordonnent entre eux sous la houlette de présidente de Nantes Métropole ou qui on veut, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que les associations, ça fait effectivement 20 ans qu'elles essayent de faire bouger les choses. Donc je crois que cette exigence, la première des exigences, c'est de pousser le politique à créer le pendant de gens qui, eux, entre eux, se parlent, se coordonnent et de façon transparente vis-à-vis de vous. On sent l'expérience. qui souhaite intervenir? Marc Porrier? Oui. Oui, je voulais intervenir. Je m'appelle Alain Bello, je suis un jeune Nantais. Je vais parler sur d'autres sujets comme l'étoile ferroviaire. Je n'avais pas tout compris d'ailleurs sur vos sujets parce que vous faites ça depuis tellement longtemps que nous on ne le comprend pas. Je m'appelle Alain Bello, je suis amiral de mon État, donc j'ai navigué sur les bateaux de la Marine nationale. Je suis président de l'Institut français de la mer pour le comité des Pays de la Loire. Bien. Ce que je voulais vous dire, quand j'entends des tas de choses comme sur les affaires de barges, de transports fluviaux, je pense qu'au départ, on n'a pas pris les choses dans le bon sens. Il faut, au départ, intéresser, comme le disait tout à l'heure notre ami des transbordés, les grands opérateurs maritimes. Si vous ne mettez pas MSC, Merckx et CMA-CGM dans la boucle en leur disant « voilà, j'ai des barges, je peux prendre des containers si ça vous intéresse et je les débarquerai à tel ou tel endroit ». Ce que j'ai envie de dire derrière tout ça, c'est qu'on ne crée pas des ports ex abrupto. Il faut aller chercher les opérateurs et les armateurs pour les intéresser à cette chose. Voilà, bon, pour les histoires de sable et autres, c'est la même chose. Paris a un avantage. Paris fait 35 millions de tonnes, hein, le grand port de Paris. Plus que Nantes de Saint-Nazaire. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il a le monopole de la livraison de ciment et de sable à l'intérieur de la ville. Derrière tout ça, il y a une ville de Paris qui a dit c'est comme ça. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si la ville de Nantes n'est pas intéressée par son port, si le grand port maritime n'est pas intéressé par ses quais, qui est-ce qui drague? Si j'ai bien compris, le dragage en Loire, c'est un quart du budget du port. 20 millions d'euros. Et c'est cher parce que c'est dragué par des Français. Vous le savez, ça. On draguerait avec des Hollandais, ça serait un tiers moins cher. Je suis obligé de le dire parce que c'est aussi des vérités. Derrière tout ça, il y a de l'argent. Donc, moi, je trouve que c'est très bien ce que vous faites parce que, en tant que spécialiste de la mer, vous savez bien que par la mer arrive la richesse et l'économie et aussi la protection des lieux. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que derrière, sur deux petits exemples, si on ne mouille pas les grands patrons, c'est pas la peine. Hein. On perd son temps. Merci. Alors Marc Porrier, oui. Oui, Marc Porrier, Conseil de développement. Non, je voulais simplement apporter de l'eau au moulin à Paul. C'est qu'effectivement, pendant les élections municipales à Saint-Herblain, on a entendu parler de la Loire. C'est tout à fait étonnant parce que c'est la première année que ça existe. Donc je crois qu'il y a une vraie envie de faire quelque chose avec la Loire et surtout de protéger les berges que nous avons en commun. Et on a un avantage aussi, c'est que le maire a été élu deuxième adjoint et qui s'occupe des transports et des déplacements. Donc je pense qu'il sera peut-être important de l'entendre sur ces questions-là. Merci. Notre contribution, Yves? C'est deuxième vice-président dans le métropole, c'est ça que vous vouliez dire? Oui, Yves Robin. Je me permets d'intervenir, à savoir qu'on connaît les rendez-vous de l'Erdre tous les fins d'été. Finalement, faudrait-il pas faire les rendez-vous de la Loire avant chaque été pour essayer de fédérer toutes les associations, faire connaître tout ça? Parce qu'il y a eu un moment, il y avait des rendez-vous de Loire. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faudrait peut-être les rencontres. Les rencontres du fleuve. Il y a eu, avant les rencontres du fleuve, un projet qui a avorté, qui était mené par nos amis de Grand Large, qui s'appelait...
Voilà, Loire-Atlantique 2006. Et puis, ce projet-là n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu un changement politique au niveau du Conseil général. Et ensuite, le Conseil général a essayé de lancer les Rencontres du Fleuve, confiées à une association. Il y a eu 2 ou 3 éditions. 3 éditions. Et alors, bon, si je donne mon avis tout à fait personnel, là, je pense qu'il y avait un mélange des genres entre une activité nautique et puis une activité de spectacle classique qui a fait que c'était pas très très lisible pour pas mal de gens. Et voilà. Et du coup, le projet est tombé à l'eau, si je puis me permettre. Mais bon, il y a eu quand même un petit essai avec des moyens quand même relativement limités pour faire en sorte que les bateaux soient présents, et notamment des bateaux du patrimoine. Moi, je suis venu aux dernières rencontres qui malheureusement se sont passées sous un déluge de flotte et de vent, à Nantes en tout cas, et c'était la fin des haricots. Mais on parle aujourd'hui, enfin en tout cas dans les instances dirigeantes de cette ville et de cette métropole, d'une fête du fleuve, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors peut-être qu'il faut s'appuyer là-dessus pour avoir un événement qui sensibilise justement les citoyens autour de Je vais ces faire un questions. petit complément de réponse parce que comme je suis président des rendez-vous de l'Erdre, ce qu'a dit Johanna Roland, évidemment, nous a beaucoup intéressés. Donc, les rendez-vous de l'Erdre vont faire une proposition qu'on est en train de travailler par rapport à cette attente autour d'une fête du fleuve. Je rappelle qu'on a aussi déposé un projet qui consistait à faire une boucle en utilisant à la fois l'estuaire, le bord, enfin le littoral, en remontant par la Vilaine et en revenant par le canal de Nantes à Brest. On faisait une course croisière, si on veut, d'une certaine manière, qui n'avait pas d'ambition évidemment particulièrement sportive, mais plutôt de spectacle, en mettant sur ces rivières et sur le littoral des bateaux aussi bien de patrimoine d'ailleurs que des bateaux récents. Donc cette boucle, elle a été validée par le Conseil général puisque le Conseil général était le premier intéressé. Mais le Conseil général nous a gentiment dit, c'est pas les rendez-vous de l'Erdre qui organiseront cette boucle, nous allons le faire nous-mêmes. Malheureusement depuis 2 ans, on leur a confié le dossier, mais rien n'a bougé. Donc voilà. Donc en tout cas, la Loire, je le dis en tant que président des rendez-vous de l'Erdre, la Loire est un sujet qui nous intéresse et on a bien l'intention de faire des propositions pour répondre à l'appel de Madame Roland. Voilà. Oui, Françoise. je voudrais rappeler cet événement magnifique auquel j'ai participé en tant que kayakiste, c'est-à-dire les descentes de la Loire à la rame, qui avait été organisé par Nantes-Saint-Nazaire. Et à la limite, si des kayakistes et des gens en pirogue peuvent y participer, à plus forte raison, bien sûr, d'autres moyens de transport nautique. Les plus aguerris partaient de Nantes pour arriver à Saint-Nazaire. Bon, nous, la première année, c'était Paimboeuf, la deuxième année, c'était Cordemais. Et c'est vrai que l'arrivée sous le pont de Saint-Nazaire, alors ça avait été arrêté parce que, effectivement, la dernière année où ça avait eu lieu, il y a eu un problème, je pense, avec effectivement un paquebot ou un cargo qui devait arriver. C'est vrai que les bateaux sécurité sont venus nous dire de dégager la voie. Et quand vous êtes kayakiste, vous ne dégagez pas en 5 minutes, sinon vous chavirez. Donc, je pense qu'effectivement, avec le nombre d'embarcations sur le fleuve, il y a dû avoir un gros... je pense que c'est ça qui avait peut-être mis fin à cet événement. Mais c'était vraiment quelque chose de fantastique, quoi. C'était super si on peut refaire quelque chose comme ça, effectivement, pour mettre et le fleuve et la mer et tout le monde en valeur, ça serait fantastique. Je crois aussi qu'il y a eu une course dans le passé, une course à la voile, qui était organisée par les personnels du port, il me semble. Pour les personnels du port, je ne sais pas. Il y a eu Nantes-Porto, Nantes-Setoubal. Non, mais même sur l'estuaire, je crois qu'il y a eu... Sur l'estuaire ? Voilà, qui organisait... Oui, pardon. Oui. Je voudrais juste rappeler que Orléans fête son fleuve tous les 2 ans, je crois en mai-juin aussi. C'est un exemple aussi de fête réussie.
Merci. Alors, d'autres contributions? Oui, Yvon Bézier. Oui, Yvon Bézier, bonjour. Moi, je m'intéresse autour de l'île, enfin l'île, tout le fleuve, enfin le bras de la Madeleine et le bras de Pierre-Limil, qui sont désespérément vides. Il y a quand même quelques bateaux de pêche qui sont amarrés, au mouillage, je ne sais plus, sur le bras de Pierre-Mille. On aménage les berges, mais c'est comme c'était dit tout à l'heure, c'est pour les terriens. On ne fait rien, en fait, pour penser à quelque chose qui circulerait sur l'eau, tout autour de l'île. Ok. Oui. Oui, traditionnellement, les ports sont desservis par des voies ferrées. Tout à l'heure, dans une des diapos, vous avez parlé de la liaison avec Cheviré. Il me semble qu'il n'y a plus beaucoup de trains qui passent là. Est-ce que ça rentre dans votre réflexion, la préservation des structures ferroviaires autour du port pour desservir le port? Alors ça, c'est une vraie question pour le port autonome, mais tout le monde, du moins le grand port maritime, tout le monde en fait sait que le multimodal, c'est la clé de tout. Et on voit bien par exemple que le silo de Nantes, il fonctionne, et c'est celui qui fonctionne le mieux parce qu'il a une liaison directe avec le ferroviaire. Et que le blé arrive en grande quantité. Et donc, s'il n'y a pas d'interconnexion dans les moyens de transport, s'il n'y a pas de multimodal, le port a fait la semaine dernière une grande conférence sur le sujet, et c'est vrai que c'est la clé de tout. Hein. S'il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a rien. Il n'y a pas d'exportation de marchandises, il n'y a pas d'importation, et ça ne fonctionne pas. Oui, il y a une voie, oui. Ouais. Oui, là aussi, il faut rappeler dans le cadre de la réforme portuaire que maintenant le port est propriétaire des voies ferrées qui desservent son site. Il y a quand même la gare de Chantenay qui, à mon avis, est vraiment sous-utilisée. Je ne sais pas si vous savez, mais aux heures de pointe, il y a un très bon mode pour faire 5 minutes. En 5 minutes, la gare actuelle d'Orléans et la gare de Chantenay, vous vous rendez compte, 5 minutes. Hein, c'est un RER local qu'on n'utilise pas. Vous prenez un billet, mais seulement il n'y a que 2 trains par jour. S'il y en avait plus, etc. Bon. Et puis, je ne suis pas tellement Hellfest et compagnie, c'est pas ma tasse de thé, mais par contre, je propose l'Igerfest. Ça, c'est pour le nom de l'événement, c'est ça? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Je ne savais pas que tu étais bretonnant. L'Iger, c'est du breton. Il n'a pas dit l'Iger Festnose, mais... Oui. Ah ben voilà un spécialiste des ports. Oui, bonjour, Philippe Boitron, je suis le secrétaire de l'Union maritime et fluviale de l'Ouest à Nantes. Sur ces différents sujets, j'avais un petit préambule. Je voulais savoir si cette coordination, quelle était sa structure et si elle était donc partie prenante du Conseil de développement. Est-ce que c'était le Conseil de développement qui organisait cette réflexion? Quelle était la suite de ce débat? Comment, d'un point de vue plus, je dirais, organisationnel, comment ça allait fonctionner? Ça, c'est ma première question. Ma première remarque aussi, c'est que tout ce qui est grand événement maritime et grand événement fluviaux de type manifestation sont des budgets très très importants et qu'en général, ils démarrent sur des choses existantes. C'est-à-dire des villes comme Rouen et Brest avaient déjà des choses et des structures. Donc c'est en général ce qu'on fait plutôt à mi-parcours ou à la fin, mais d'abord on essaie de faire renaître le sphinx de ses cendres, le phénix de ses cendres. Et il y a des gens, beaucoup de bus de boulot avant que de faire un événement maritime. Ça, c'est une petite remarque. Et puis enfin, nous, UFMO, Union fluviale et maritime de l'Ouest, on se bat pour garder des quais pour du maritime, pour du cabotage, pour du chargement, du déchargement, pour du fret, pour du passager, en fluvial comme en maritime. Et je pense qu'il faut élargir le débat, à la fois sur du cabotage interrégional, sur toute la façade atlantique et la Bretagne, et aussi sur l'Interland. Est-ce qu'on peut avoir une vision qui ne soit pas que de temps en temps l'aménagement de Chantenay, de temps en temps l'aménagement de l'île de Nantes, mais avoir une réflexion beaucoup plus globale sur l'ensemble de ce boulevard inoccupé qu'est la Loire, enfin inoccupé, sous-occupé en tout cas. Donc
élargir un peu la réflexion, y compris sur Angers, Ancenis et puis sur le littoral. Et enfin, toutes les activités sont toutes intéressantes et complémentaires. Donc il n'y a pas forcément à développer des chapelles sur plutôt ci, plutôt ça. C'est une ressource et des aménagements qui sont intéressants pour tout, pour le loisir, mais aussi pour la livraison et l'export de marchandises. Et nous, on s'intéresse aussi beaucoup aux livraisons en cœur de ville que repratiquent des villes comme Paris, mais que pratiquent bien évidemment des villes très mouillées comme Amsterdam et Venise. Et on pense que même dans des petits canaux et dans des petits ports, il est possible de développer de la livraison en cœur de ville. Et Nantes Métropole et Nantes-Saint-Nazaire travaillent sur de la logistique urbaine. Je pense que c'est intéressant de garder, y compris sur des quais de l'Erdre et des quais de Sèvres et des quais de Loire, des capacités de décharger des petits colis. Parce qu'il y aura besoin de faire de la livraison au cœur de ville pour gagner sur le dernier kilomètre. Et c'est très important. Donc nous, on entend parler quelquefois d'aménagement pour le loisir, y compris sur des quais fluviaux ou maritimes. C'est important du loisir, sauf qu'il faudrait mieux garder les espaces naturels pour le loisir, garder les quais qui sont aménagés pour décharger, pour des fonctions de chargement, déchargement et des fonctions portuaires. Alors sur le fonctionnement de l'atelier, c'est la première séance, on va dire. Hein. Donc c'est un atelier qui a vocation à se retrouver pour approfondir la réflexion et nourrir la réflexion sur l'ensemble fluvio-maritime, comme on l'a évoqué. Rien n'empêche de faire des contributions. C'est un principe historique au sein du Conseil de développement. Donc si vous avez des propositions au-delà de l'échange comme ce soir, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les mettre par écrit. À les envoyer au Conseil et on les mettra en ligne et on les versera évidemment au bénéfice de l'atelier qui émerge ce soir. Voilà, y a-t-il d'autres interventions? A priori non. Oui, pardon Yves. Je voulais préciser que si autour de la table, c'est une certaine coordination qui n'a pas d'existence légale d'ailleurs, qui n'est pas une association, mais une coordination de gens de bonne compagnie s'intéressant aux questions fluviales et maritimes. Elle n'a pas, cette coordination, l'ambition de tout garder pour elle. Son ambition principale, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est de susciter un débat. Ce débat, nous ne serions pas capables, de la même façon que les transbordés n'étaient pas capables d'en faire autant que la coordination maintenant, la coordination n'est pas capable. Et sans l'appui du Conseil de développement, nous ne pensons pas possible d'arriver à un débat. Et un débat sur quoi? D'abord, il faut valider ce que les Nantais, ce que la population, ce à quoi elle est sensible. Est-ce qu'elle va dans notre sens ou pas? Nous avons pensé qu'une... alors là, je vais au-delà, mais je vais m'arrêter. C'est qu'une enquête était nécessaire. Il est nécessaire de valider que la population nantaise, qu'il y a osmose entre nos préoccupations et de la même façon que avec le pont transbordeur, on a fait la même chose aussi. C'est une des premières choses que nous avions fait. Nous, on a interrogé les gens, on s'est rendu compte, tiens, mon grand-père, il en a un tableau, etc. On était arrivé à une validation totale et une adhésion très forte à ce qui était jusqu'ici un rêve. Alors donc, un débat et une enquête pour commencer. Gabriel, tu veux réagir ? Oui, juste un mot pour répondre sur la question de l'organisation. Donc Philippe a indiqué qu'il fallait vous mettre au travail dès ce soir pour produire un certain nombre de contributions, parce que c'est la tradition de la maison, mais l'objet c'est effectivement d'avoir un débat et de faire des propositions, et nous derrière, avec tous ces gens là de la coordination, de vous proposer un programme un peu de séances d'audition, de rencontres, etc. Quand on dit atelier de travail, c'est aussi atelier découverte, réflexion, etc. C'est
pas simplement se réunir dans une salle et dire voilà qu'est-ce qu'on en pense, parce qu'on sait déjà un peu ce que pas mal de gens en pensent, mais c'est d'essayer d'avoir des interventions d'experts, d'universitaires, de gens qui ont des données, qui ont des projets, etc. Enfin, pour essayer de donner un peu à voir, un peu à savoir à tout le monde. Et cet aspect-là, enfin, on le voit dans plein d'autres ateliers du Conseil, c'est un aspect aussi le plus important pour pouvoir produire des choses derrière. C'est de faire un peu de... Alors c'est un grand mot, un peu d'animation territoriale autour de cette question de la Loire, quoi. Oui, sachant que d'ailleurs dans ce qu'a présenté Franck Barrault, il y avait déjà des choses tout à fait intéressantes au niveau de l'histoire, de l'état des lieux. Donc il y a déjà des travaux à faire ou à rassembler, parce qu'ils existent déjà par rapport à ça. Et d'avoir aussi l'aspect pédagogique, entre guillemets, parce que là, vous êtes tous convaincus de la dimension fluvio-maritime, mais il y a aussi des Nantais qui ont une dimension terrienne, pour qui ces choses-là ne sont pas forcément toujours aussi évidentes, c'est pas toujours aussi clair, donc ça mérite de faire un peu d'évangélisation, si j'ose dire. Oui, il y a encore 2 interventions. Il y avait une très belle maquette que vous aviez présentée au mois de novembre. Il y avait une très belle maquette d'un port éventuellement qui fait partie de vos rêves, mais il faut qu'on rêve, sinon on ne peut pas avancer. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette maquette? Eh bien, écoutez, je vous la donne, amiral. Non, elle n'est pas là. Elle est où? Je ne sais pas qu'en faire, je vais vous dire où elle est. Elle est sur un bureau et elle m'encombre passablement chez moi. Et s'il y a un lieu, alors c'est la maquette d'un projet des transbordés qui s'appelle le projet Port Jules Verne, dont on peut parler en atelier. L'idée, c'est la concentration en un même lieu, Port Saint-Louis et derrière l'espace de Misery, de la carrière de Misery, de plusieurs activités qui vont avec la croisière, mais aussi avec d'autres choses. Et un des projets, d'ailleurs, autant de Johanna Roland que de Laurence Garnier, qui était un espace consacré à Jules Verne, que nous appelons le Vernoscope, mais enfin, vous l'appellerez comme vous voulez. Donc, cette maquette, elle est à la disposition pour un neurosymbolique de... Les candidats vont se manifester. Les bureaux de Johanna Roland, ce sont bien. Et faites des propositions. Oui. Je voulais savoir, parce que je ne sais pas s'il y a encore... Collez bien le micro, s'il y a encore de la pêche à la civelle dans l'estuaire, et si elle est encore importante, parce que ça, c'est un élément... Moi, je sais avoir... Autrefois, c'est un élément très important. Il y a un autre problème à Nantes, un énorme problème que vous n'avez pas évoqué, c'est la perte du roman collectif. Il n'y a plus de roman collectif à Nantes. Il y a bien des nouveaux Nantais, mais il n'y a pas de roman collectif. Et une ville qui n'a pas de roman collectif est une ville qui est en perdition. Il y a eu des très beaux livres sur la mémoire collective et sur le roman que doit se raconter une ville. Il faut qu'elle embellisse un petit peu sa ville. Or, le port de Nantes représente 90%, depuis son origine, depuis les Romains, représente 90% de ce roman collectif. Et c'est complètement perdu. Vous avez à Nantes, moi je viens d'écrire un livre, j'ai mis 7000 heures à l'écrire, et il s'appellera, il paraîtra en septembre, Nantes à la recherche d'une ville disparue. Et là, 90% de mon livre, c'est le port, c'est les bateaux à vapeur, par exemple. Nantes a une histoire avec les bateaux à vapeur, puisque c'est grâce à Nantes c'est à Nantes qu'ont été construits les 3 premiers vaporetto de Venise. Donc il y a une histoire mais remarquable, et je pense que si vous voulez attirer les gens, moi je la raconte très souvent aux gens, vous pouvez, et ça ne coûte rien, refaire toute cette histoire. Il y a l'histoire des grands voiliers, il y a vraiment des choses considérables à Nantes. Quand on voit que ce sont des académiciens qui se sont intéressés les premiers aux bateaux à vapeur, qu'il y a eu les Américains, il y a eu aussi la guerre d'indépendance américaine, qui est remarquable aussi, les Nantais. Quand vous avez une conférence sur l'intervention des Nantais dans la guerre d'indépendance américaine, vous avez toujours quelqu'un qui se lève et qui dit « Ah oui, mais ils nous ont bombardés ». Alors vous voyez, il y a encore des problèmes à régler, donc je pense qu'il faut vraiment... travailler au niveau de ce roman collectif, et moi je suis prêt à vous en parler puisque j'ai vécu avec pendant près de 4 ans. Et donc, alors là, oui, absolument. Et en plus, je dois avoir 300 illustrations prises dans les archives. Donc, alors, ce roman collectif,
à mon avis, n'aura d'intérêt que s'il n'est pas uniquement tourné vers le passé. Il faut aussi que ce soit un roman de science-fiction. J'ai travaillé avec quelqu'un qui est le maître de la prospective en France, qui s'appelle Thierry Godin, et il dit toujours que la prospective s'enracine dans le passé. Oui, bien sûr. Absolument. Vous pouvez pas. C'est l'élan, si vous voulez. Ce qui est très beau, ce qui a été à Nantes, ce qui a été très beau, c'est l'élan. C'est l'élan qu'il y a eu à Nantes. Par exemple, si vous ne connaissez pas l'histoire des Indiennes nantaises, vous ne comprenez pas le commerce triangulaire. Moi, je me suis intéressé à ça. Donc, vous ne comprenez pas parce que M. Colbert avait décidé que les femmes devaient porter que de la soie et de la laine. Donc, on interdit toute cotonnade. Qu'est-ce qu'on fait des cotonnades à Nantes? Quelqu'un s'intéresse aux cotonnades, fait de très belles cotonnades, magnifiques, plus belles qu'à Mulhouse. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces cotonnades? Je pense que la réunion n'est pas finie, là. Pardon, non, mais juste, je termine. Qui ça intéresse? Les roitelets africains. Donc voilà le début du commerce. Donc vous voyez, il y a non, mais je pense qu'en intéressant les gens, le pont transbordé, tout ça, en intéressant les gens, je pense que là, il faut recréer un roman collectif si vous voulez avoir quelqu'un qui puisse juger ou avoir une opinion sur... Si vous n'avez pas ça, bon, il faut vraiment intéresser les gens. Je pense que ce n'est pas les chiffres qui intéressent les gens, mais je pense que cette volonté de la nouvelle maire de Nantes d'avoir une grande exposition, parce que je crois qu'elle veut vraiment y mettre beaucoup de moyens, d'après ce que j'ai compris, ça participe de la réécriture de ce roman collectif. Alors après, on verra. Quand elle dit 2015, moi, très sincèrement, j'ai un tout petit peu peur, parce qu'une exposition de ce type, si on veut vraiment qu'elle ait une dimension importante, c'est pas un an de préparation, c'est au minimum 2 ans de préparation. Et je sais que les gens du château sont assez d'accord avec moi là-dessus. Des expositions, il y en a eu par le passé. Je me rappelle l'exposition Estuaire, qui était une très très belle exposition au château dans les années 90-95, je crois. Mais si on veut être exhaustif sur le thème de la Loire, et c'était un peu ce que j'ai compris, la volonté que j'ai entendue, il va falloir remonter les manches très rapidement, parce que pour 2015, j'ai un peu peur que ce soit un peu court. Je crois que... Oui, juste pour répondre à monsieur, il y a encore effectivement de la pêche à la civelle, beaucoup moins qu'avant. Il y a des quotas et il y a beaucoup de pêcheurs civeliers maritimes ou fluviaux maritimes qui arrêtent. Mais il y a encore de la pêche fluviale sur l'ensemble de la Loire avec des professionnels et des amateurs. Mais il y a encore de la pêche. Oui, c'est important parce que c'est une ressource économique et c'est aussi une ressource biologique qu'il faut conserver. Sur votre projet narratif, je suis tout à fait d'accord, il faut écrire l'histoire, mais l'histoire de demain. Et je fais une petite remarque en nous taquinant tous. Je dois être dans le Benjamin, mais je vous rejoins. On est quand même que 4, il y a 4 femmes, dont 2 qui sont déjà parties. Une était en activité, et on est 50 personnes, et je dois être dans les plus jeunes. À 2 ou 3, je dois être dans les plus jeunes. Je vous taquine là-dessus pour vous dire quoi, et que je ferai partie de vous bientôt, mais non, mais il faut intéresser donc les jeunes. Donc je ne sais pas s'il y a un conseil de développement de la jeunesse, je ne sais pas s'il va y avoir des opérations pour que ce soit les jeunes, les enfants de 5 ans comme de 15 ans qui inventent la Loire de demain. Qu'est-ce qu'ils veulent, parce que ça va être leur Loire, pas la nôtre. Donc ça, c'est à mon avis très important, d'avoir effectivement une narration du passé, mais d'avoir une narration de demain. Et Jules Verne, qui est né ici, il a 5 ans, il regardait les bateaux, et il a inventé les bateaux de demain. Donc je pense qu'il faut être dans cette projection-là, sur qualité de l'environnement, économie d'énergie, les arts, la haute technologie, mais aussi, bien évidemment, en puisant dans nos richesses du passé, ça c'est évident. Mais il faut se projeter, et je pense qu'il va falloir intéresser des têtes blondes et brunes. Voilà. Merci. Oui, il y a encore une intervention. Ouais. Oui, on a évoqué les civelles. J'ai lu il y a pas très longtemps un article qui racontait que pendant la guerre, aux colonies de vacances, on servait des civelles à la louche. Et les gamins se plaignaient, ils disaient encore des civelles. Et l'autre jour, j'en ai vu chez mon poissonnier à 75 € les 100 grammes, ce qui fait cher la louche. Oui, bien sûr. On a tous connu, nous les cheveux blancs, on a tous connu cette époque où on avait les civelles dans des seaux. Dans les seaux. Bon. Oui. Excuse-moi Philippe, j'ai pas prononcé ce soir un mot que je prononce très souvent, c'est effectivement, je l'ai laissé prononcer, c'est le pont transborder. Il y a quand même, je vais vous rassurer, une sorte d'accélération. Je ne sais pas si c'est l'effet Marseille qui a décidé donc de recréer un pont de transborder, mais il y a une accélération à Nantes et donc moi j'ai demain la première réunion avec les experts nommés par Nantes Métropole. Et les gens de Nantes Métropole pour parler du projet, mais ils me disent vouloir aller très vite. Alors je ne sais pas dans quel sens, pour enterrer le projet ou pour le faire, mais en tout cas, ils veulent aller vite.
Très bien, merci de cette information, Paul, puisque nous ne l'avions pas. Donc on va conclure notre soirée là, mais j'ai compris qu'il y avait déjà beaucoup d'intérêt dans la salle par rapport à cette initiative. Donc, comme l'a dit Gabriel, on va vous tenir informé d'un programme de travail dans le cadre de cet atelier. Et si vous avez, je pense, des noms à nous suggérer aussi, de personnalités, d'experts à auditionner, n'hésitez pas à nous les proposer. Si vous avez des contributions à l'issue de cet atelier, n'hésitez pas à les faire passer. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis à bientôt pour continuer la réflexion.